Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Toute nouvelle vidéo. Elle s'appelle Recueil Volume 3, comme l'indique son nom. C'est la suite de deux autres vidéos qui sont donc un recueil de mes vidéos courtes faites sur Internet. J'espère que ça vous plaira. D'habitude, je ne fais pas d'introduction comme ça, mais vu que les deux premiers recueils ont fait 3 vues, je me suis dit que peut-être si je vous parlais juste avant, peut-être que je ferai 4 vues. Donc j'espère que cette fois-ci, ça vous plaira, que ce sera vu ou pas. Bon, en tout cas, pour celles et ceux qui le verront, ça leur plaira. D'autant plus que dedans, dans ce recueil-là, volume 3, il y a la vidéo courte qui a le plus marché de toutes mes vidéos depuis le tout début. Je vous dirai pas laquelle, je vous laisse la surprise. Je vous souhaite un bon visionnage. À très bientôt. Quand tu achètes un guide touristique, tu te dis que tu vas tout lire, tout visiter, tout tester. Et en arrivant, la première chose que tu fais, c'est chercher un restaurant sur Google Maps. Je fais clairement partie de la team qui achète son guide touristique 8 mois à l'avance et le lit tous les soirs en prenant soin bien sûr de le faire trôner dans le salon afin que tout le monde sache que je vais à cet endroit. Ces livres sont une bonne chose, ok, mais il s'agirait de doser sur les prix. Un jour, je voulais faire une destination en France et le guide m'a coûté plus cher que le trajet pour m'y rendre, sachant que la thématique principale du livre, c'était voyager sans se ruiner. Et il paraît qu'il y a des gens qui achètent ces guides touristiques et les lisent juste pour le plaisir, sans avoir l'intention de voyager. Alors je respecte, hein, mais c'est un peu comme partir au resto, demander la carte et dire ça sera tout. Harry Potter, c'est l'histoire d'un enfant qui n'a pas connu ses parents, qui a grandi 11 ans dans un placard à balai, et qu'on vient chercher afin qu'il sauve le monde du méchant le plus effrayant de l'univers. Et tout ça en étant myope. C'est simple, si la charge mentale avait un synonyme, ça serait Harry Potter. Harry Potter est l'œuvre de J.K. Rowling, la première personne au monde à devenir milliardaire grâce à un livre. Et il paraît qu'elle a eu l'idée de son œuvre suite à un retard de train qui devait la mener de Manchester à Londres. Et moi je me dis que si ça se trouve, tous ces retards à la SNCF depuis toutes ces années, c'est pour notre bien. Ils veulent juste qu'on devienne des auteurs à succès. Une des raisons pour lesquelles j'aime énormément Harry Potter est que je trouve que c'est une saga hyper réaliste en vrai. C'est vrai, ça raconte l'histoire d'enfants sorciers de leurs 11 ans à leurs 17 ans qui sont tellement bons magiciens qu'ils arrivent même à faire disparaître leur acné. Et les personnes qui pensent que les plus gros conflits actuels et à venir concernent uniquement les superpuissances de ce monde n'ont jamais assisté à un débat entre les lecteurs d'Harry Potter et celles et ceux qui l'ont uniquement vu au cinéma. À côté, les États-Unis et la Chine, c'est du Disney. Je propose carrément qu'on crée une annexe de l'ONU juste pour cette situation. Harry Potter est tellement une œuvre forte qu'il y a carrément un parc d'attractions qui lui est dédié. Ce qui est complètement fou quand tu sais qu'à la base, c'est un livre. Et moi je me dis, heureusement que c'est pas Freud qui a écrit Harry Potter, parce que sinon ça serait hyper relou, tu serais obligé de faire une psychanalyse pour rentrer et tout. Harry Potter démontre parfaitement que la flemme est une maladie universelle. Dedans, t'as des sorciers qui pourraient faire le ménage d'un seul coup de baguette magique, mais au lieu de ça, ils ont des elfes de maison en domestique. Moi, dans la vraie vie, je les vois un peu comme les gens qui se font remorquer et qui restent dans leur voiture. Dans Harry Potter, il y a aussi un truc génial, c'est la poudre de cheminette qui permet de voyager partout à travers les cheminées magiques. Et Harry Potter l'a notamment utilisé pour aller à l'école. À l'école. Harry Potter, je suis sûr que c'est le genre de gars dans les classes à distance qui se logue 15 minutes avant pour vérifier sa connexion. La saga Harry Potter compte plein de personnages aussi charismatiques que redoutables. Parmi eux, il y a les détraqueurs, des monstres qui rendent n'importe qui dépressif quand il s'en approche. Les détraqueurs, c'est un peu comme ton ex toxique, pour te la faire courte. Et pour éloigner ces créatures, Harry Potter fait apparaître un cerf. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, sinon tu peux toujours utiliser ton chat. Ah, vous êtes là. Bonjour et bienvenue dans la trop petite librairie. Avec vous, Augustin Traquenard. Je suis comme l'original, mais en beaucoup moins fiable, hélas. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui de formidables invités. Bonjour, on va commencer par vous. On m'a dit que vous aviez écrit un formidable roman d'anticipation. L'avez-vous sur vous? Est-ce que vous pourriez nous en offrir un extrait? Alors non, justement, si je peux me permettre, j'ai appelé ça un roman d'anticipation parce que j'anticipe de l'écrire. Je me tourne maintenant vers mon deuxième invité. Pour le coup, vous avez vraiment écrit un livre que j'ai d'ailleurs lu et beaucoup aimé. Malgré les multiples volumes, je peux vous dire que mon été a été très court. Mais où trouvez-vous toute cette inspiration? Je vous remercie, mais je n'ai aucun mérite puisque nous avons écrit ce livre à 7 mains. Excusez-moi, j'ai peur de ne pas comprendre. 7 mains, votre main, vous voulez dire? Ah non, 7 mains. Oui, mais enfin, 7 mains que vous avez sur vous. Le chiffre 7, 7 mains. Mais bon sang, vous étiez combien à écrire ce livre? Parce que pour faire 7 mains, il faut 3 humains et demi. Si je peux me permettre, je suis tout aussi perdu que le présentateur. L'anticipateur, vous feriez mieux de vous permettre d'écrire votre livre. Messieurs, je vous en prie un peu de calme. Oh mon Dieu, nous assistons à une rentrée littéraire explosive. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, des fois, quand je vais acheter un livre, on me demande si c'est pour un cadeau. Et ça me vexe. Attends, j'ai pas une tête à lire des livres?
Et en parlant d'offrir des livres, aujourd'hui c'est devenu de plus en plus compliqué, vu que la moitié des éditions affichent le prix en gros sur la couverture. Tu peux même plus faire semblant qu'il était cher. Ça dit clairement à la personne qui le reçoit, regarde comme le gars qui t'a offert ça est un gros crevard. Personnellement, je suis un grand amoureux de la littérature classique, mais c'est malheureusement pas la plus populaire, sûrement à cause du fait qu'elle soit obligatoire à l'école. Du coup, ça désintéresse les jeunes. Moi, je propose qu'on remplace la lecture obligatoire par la drogue obligatoire. Au moins là, on dégoûtera utile. Et tu sais, on a toutes et tous des trucs qu'on croyait enfants qui sont un peu inavouables. Bon, moi, c'était la semaine dernière. Non, vraiment plus jeune, je croyais qu'un essai littéraire, c'était un gars qui avait tenté d'écrire un livre, qu'il avait quand même publié en se disant, bon, bah, au moins j'ai essayé. Avant de vous laisser, je me demandais un truc. Quand ils mettent une nouvelle traduction sur la couverture d'un livre, ça sert à quoi à part te faire douter de ce que t'as lu avant? Non, c'est vrai, c'est comme la mention nouveau propriétaire sur la vitrine d'une boulangerie. Tu te dis, attends, le boulanger d'avant était si louche que ça? Les prix Nobel ont été décernés cette semaine et en y regardant de plus près, tu peux remarquer qu'il n'y a jamais eu de prix Nobel de mathématiques. Et il paraît que c'est parce que la compagne d'Alfred Nobel, le gars qui est à l'origine des prix, l'aurait trompé avec un mathématicien. Et moi je me dis dommage qu'elle l'ait pas plutôt trompé avec un télévendeur, là au moins personne ne lui en voudrait. Comme je le disais, plusieurs domaines sont concernés par le prix Nobel. La physique, la chimie, la médecine, la paix, la littérature et l'économie. Mais pas les mathématiques. En gros, tu peux inventer un super antibiotique, écrire un livre dessus, faire un carton, mais si tu parles de chiffres, personne ne te calculera. L'écrivain Jean-Paul Sartre est un des seuls à avoir refusé son prix Nobel, officiellement parce qu'il était opposé à toute récompense décernée à une personne vivante. Mais officieusement, moi je pense que sa femme le trompait avec un prix Nobel. Alors ce qui est cool, c'est que les lauréats reçoivent plus de 700 000 € pour les récompenser. Et comme c'est une très grosse somme, au début ils savent pas trop comment les dépenser. Alors moi qui suis prix Nobel de découvert, qui n'hésite surtout pas à me contacter, je saurai les conseiller. Le Goncourt et le Renaudot, les deux prix littéraires les plus convoités de France, seront annoncés dans une semaine au sein du très prestigieux restaurant Drouan, comme c'est le cas tous les ans, un établissement à la hauteur de l'événement. Et si jamais l'Académie décidait de créer le prix du pire livre de l'année, moi je propose qu'il soit lui annoncé depuis une cantine scolaire, comme ça on restera raccord aussi. Si t'as jamais entendu parler du prix Goncourt, dis-toi que c'est un peu comme le Ballon d'Or. Sauf qu'à la fin, la lauréate ou le lauréat repart avec un chèque de 10 €. Voilà. Alors certes, avec ça, tu te payes à peine un café au restaurant de Rouen, justement, mais au moins pour eux, personne ne doute du fait qu'ils ont écrit leur livre. Officiellement, le prix Goncourt ne peut être décerné qu'une seule fois à un même écrivain, mais il y en a un qui a réussi à contourner le système avec deux pseudos différents, le magistral Romain Gary et Émile Ajar. Et de nos jours, cette technique du double pseudo est plus couramment utilisée par ton ex qui revient sur tes réseaux en pensant passer inaperçu avec un pseudo, on dirait un numéro de sécu. Julien Gracq est un écrivain célèbre pour avoir refusé le prix Goncourt parce qu'il était contre le monde de l'édition et du livre. Julien Gracq, c'est le genre de gars que tu vas complimenter sur sa tenue vestimentaire et qui va refuser ton éloge parce qu'il porte des soldes. Pour finir, c'était une autrice ou un auteur qui n'a jamais eu de prix, c'est pas grave, dis-toi que même Céline est morte sans jamais avoir eu le prix Goncourt. Bon après mon concierge l'a jamais eu non plus, donc je sais pas si c'est un bon argument finalement. En 1969, il y a un gars qui a publié un roman de 320 pages dans lequel il a réussi la prouesse de ne jamais utiliser la lettre E, pendant que moi je réfléchis des heures juste pour savoir quel emoji je vais mettre à la fin de mon message. Le livre s'appelle La Disparition et il est écrit par Georges Perec qui visiblement aurait dû commencer par tous les E dans son nom, ça aurait déjà été plus rapide. Par contre, j'aurais pas aimé être le pote de Georges Perec, hein. La galère, le gars devait gagner tous ses paris juste avec le jeu du ni oui ni non. L'œuvre de Georges Perec est vraiment admirable et je vous la conseille. Après, moi j'ai un ami qui a réussi à écrire tout un livre sans aucune lettre dedans. Bizarrement, il a du mal à trouver un éditeur. It's not a game, it's a rich thing.